Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, épisode 71, voilà, ça fait plaisir, ça avance gentiment. Et aujourd'hui, on va faire un petit épisode un petit peu plus, peut-être pas technique, mais un petit peu plus technique quand même. Enfin, dans le sens, ça va être un petit peu plus applicable, un petit épisode nutrition dans lequel on va voir un petit peu... je vais discuter un petit peu de toutes les astuces, stratégies, techniques qui permettent de contrôler un petit peu mieux son appétit et sa faim. Et notamment, c'est très pratique lorsqu'on cherche à modifier sa composition corporelle. Typiquement, quand on cherche à perdre du gras, il faut manger moins, c'est pas toujours agréable. Et quand on a faim, c'est beaucoup plus dur. Et quand on veut manger plus, parce qu'on a du mal à prendre du poids, c'est très pratique de réussir à booster un petit peu son appétit et à se donner envie de manger plus. Quand en fait c'est pas facile, parce que c'est pas facile de perdre du poids, mais pour certaines personnes c'est pas facile du tout d'en prendre non plus, et il faut faire des efforts pour l'un et pour l'autre évidemment, et on va discuter un petit peu de tout ça dans cet épisode. Voilà, alors il y en a pas eu la semaine dernière, tu l'as peut-être remarqué, je suis parti 5 jours en France sur les routes et j'étais crevé en rentrant. J'ai fait 3 vidéos et 2 épisodes de podcast pendant cette période, c'était intense, mais il y a du beau contenu qui va arriver sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube du podcast et un petit peu partout, des belles interviews qui vont débarquer, donc voilà, il y a tout ça qui va arriver très vite, et il y a une vidéo qui vient de sortir sur ma chaîne YouTube principale en même temps que cet épisode, qui accompagne en fait un petit peu cet épisode, car c'est une vidéo sur des repas, des recettes de prise de masse, ou plutôt mes recettes, mes repas en prise de masse, parce que je viens de terminer 3 mois de prise de masse pendant lequel j'ai bien mangé, mine de rien, et c'est pas la première que je fais non plus. Et du coup, je voulais partager un petit peu cela. Après, c'est vrai que je trouvais pas ça... Enfin, tu vois, moi, ma nourriture, elle est pas très excitante, tu vois. Je trouvais pas que c'était le truc le plus intéressant du monde. Donc, à la fois, j'ai voulu que ça soit utile, parce que c'est quand même mes vraies recettes, mais à la fois, le but, c'était que ça soit un petit peu divertissant et humoristique. Alors, je sais pas si ça a fonctionné. On a essayé, j'ai essayé d'être drôle. On a fait un montage, sauf erreur, qui aide un petit peu à cela. Enfin bref, c'était marrant. Il y a Doudou aussi dans l'épisode. Enfin bref, je passais un bon moment à faire cette vidéo. C'était différent de d'habitude parce qu'il y avait pas mal de voice-over en fait. Donc un petit peu comme pour le podcast. J'ai simplement pu parler un petit peu, commenter tout cela. Et puis voilà, c'est dispo sur la chaîne. Et peut-être que tu arrives d'ailleurs de cette vidéo. Et pour tous ceux qui découvrent un petit peu le podcast, on peut l'écouter sur Spotify, on peut l'écouter en format audio sur plein de plateformes, mais également il est toujours disponible sur YouTube en version vidéo. On voit ma petite tête, là je parle devant mon micro, tu peux me voir, tu vois. Et voilà, donc si le podcast te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, tu peux liker les vidéos, tu peux poser des petites reviews sur Spotify, 5 étoiles par exemple, tu vois, ou sur iTunes. Ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Et puis les vidéos YouTube, c'est un très bon endroit où poser des commentaires. En fait, c'est le meilleur endroit pour réagir aux épisodes, pour poser des questions, pour interagir avec les autres personnes qui commentent les épisodes. Et probablement que vous avez des intérêts en commun si vous écoutez et vous regardez les mêmes trucs, tu vois. Donc ouais, il y a quand même un moyen de rendre cela un tout petit peu plus communautaire que simplement un format audio qui passe dans les oreilles individuellement de chacun, même si c'est quand même quelque chose de particulier et d'intéressant à ce niveau-là. Voilà, moi je lis tous les commentaires parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur cette petite chaîne YouTube. C'est juste un petit projet kiff. Voilà, on va partir gentiment sur le sujet du jour sans plus transitionner. Avant, je vais juste revenir un tout petit peu sur le titre de cet épisode, parce que le titre, tu vois, dans le titre, sauf erreur, je mets un truc du style contrôler son appétit, dompter la faim. Je sais pas encore exactement comment je vais formuler ça, mais tu vois un petit peu l'idée. Et en fait, l'appétit et la faim, je trouvais ça intéressant de juste distinguer ça rapidement, parce que c'est pas la même chose, avoir faim et être en appétit. On sait que c'est pas la même chose, et donc je vais quand même différencier un tout petit peu cela. En fait, la faim, c'est vraiment la sensation physique, c'est le besoin physiologique de se nourrir. C'est quand tu ressens le manque et le besoin de nourriture, tu as faim. Alors que l'appétit, c'est plutôt la sensation émotionnelle d'avoir envie de nourriture, d'avoir envie d'un certain type de nourriture. Tu vois ?
La faim, en fait, c'est ce qui va te faire te lever de ton canapé et marcher jusqu'au frigo, parce qu'il faut que tu te nourrisses, sinon tu vas mourir. L'appétit, c'est qu'une fois que tu es devant ton frigo, tu vas peut-être plus facilement choisir la glace plutôt que les carottes râpées. L'appétit, c'est ce qui peut te donner envie de choisir la glace plutôt que les carottes râpées, alors que tu n'es plus au stade de te nourrir, tu es vraiment au stade de ce que tu as envie de manger, en fait, concrètement. Donc, à la fois contrôler la sensation de faim et être capable de contrôler son appétit, avoir plus d'appétit quand tu veux manger beaucoup ou avoir moins d'appétit quand tu veux manger moins, ça peut être intéressant, on est bien d'accord. Tu vois, la faim, c'est vraiment le mécanisme de auto-préservation qui a été engrainé dans notre ADN lorsqu'on a été forcé pendant les 100 derniers millions d'années, les 100 derniers millions d'années à devoir chercher de la nourriture pour survivre. En fait, toutes les espèces qui n'ont pas ce mécanisme de faim, en fait, si t'as pas faim, tu restes sur place, tu fais rien et puis tu meurs parce que tu manges pas. Et donc toutes les espèces animales aujourd'hui, elles ont un petit peu ce mécanisme qui te pousse à te nourrir pour ne pas mourir. Donc ça c'est la faim, et vu que c'est un processus qui est intégré en nous depuis tellement longtemps, évidemment que c'est pas facile avec juste de la bonne volonté et juste toute la meilleure discipline du monde. Quand t'as faim, tu vois, c'est plus fort que toi. C'est pour ça qu'il faut réussir à bien doser ça quand tu vas à l'encontre de ta nature, en quelque sorte. Par exemple, quand tu veux manger moins que ce que tu dépenses, ton corps il réalise que tu perds de l'énergie, que tu dois aller chercher dans les réserves, et donc il va potentiellement renforcer ce signal de faim parce qu'il se dit « Putain, on est en train de perdre de l'énergie, on va crever, va manger mon gros, parce que là, c'est pas possible !» Et ouais, c'est pas toujours facile de se battre contre cela, et c'est un petit peu le but qu'on va voir dans ces astuces. Je voulais parler encore un petit peu de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, forcément, aujourd'hui, on se fait ken. Tout le monde profite de ces 100 millions d'années dans lesquelles on s'est dit il faut manger parce que sinon on va crever. Tout le monde en profite, notamment les entreprises alimentaires aujourd'hui qui dépensent des milliards pour créer la bouffe la plus goûteuse, la plus délicieuse et la plus non rassasiante possible. En fait, quand tu vends de la bouffe aujourd'hui, c'est ultra intéressant d'un point de vue recherche de profit financier, parce que c'est toujours, malheureusement, c'est beaucoup drivé par cela prioritairement quand même. Et donc le but, c'est de faire la bouffe la plus délicieuse, la plus goûteuse, la plus croustillante. Enfin, tu vois, tout est ingénieurisé de façon à ce que la nourriture, elle soit belle, que l'odeur, le goût, la texture, la palatabilité, je ne sais pas si c'est un mot français, mais possiblement, tout ça est soigneusement choisi. Et le but, c'est que tout ça, ça soit maximisé, mais que ton sentiment de rassasiement, il soit minimisé. Parce que moins ça te remplit, plus tu vas avoir envie d'en manger et plus tu vas en acheter. Et donc tout est contre nous aujourd'hui, parce que le système veut manifestement qu'on cherche à te vendre un maximum de trucs et que tu les achètes, et donc pour la nourriture, c'est la même chose. Et le marketing, il est ambiant à différents niveaux. Évidemment, dans le produit en lui-même, il est là, mais même on essaye d'utiliser un petit peu toutes les astuces possibles pour te conditionner, pour nous conditionner, parce que moi le premier, à consommer certains aliments en eux-mêmes, mais aussi dans certaines situations. Par exemple, Coca-Cola, sauf erreur, dans leur pub, ils disent un truc du style « en fait, si tu passes du moment avec tes amis, ça sera forcément mieux avec Coca. » Limite, si tu passes un moment avec tes amis sans Coca, ça sera pas vraiment cool, tu vois. Non, Coca, il faut vraiment que tu boives du Coca quand t'es avec des potes. Ça fait partie d'être avec ses potes, tu vois. Et donc, éventuellement, entre eux et puis par exemple tous les autres vendeurs de biscuits et tout ça, ça modèle un petit peu la culture. Ils essayent en tout cas de modeler la culture en mode, quand tu as des invités qui arrivent chez toi, par défaut, tu leur proposes à boire, tu leur proposes des biscuits apéro, tu sors la bouffe et la nourriture sans même te poser la question de si toi ou tes invités, vous avez faim ou soif. C'est juste, tu vas sortir ça, tu vas le poser là, et puis machinalement, on va manger alors qu'on n'en avait pas nécessairement besoin, tu vois. D'une autre façon, il y a aussi évidemment tout ce qui est coutume et tradition.
Tu vois, manger, c'est très socialement, c'est très culturel. On mange tous ensemble. Il y a plein de coutumes, de fêtes, de choses où la nourriture est associée. Et évidemment, derrière, que le marketing, il essaye aussi de profiter des traditions. Donc forcément, c'est Noël. Et ben à Noël, il faut acheter des trucs, il faut acheter à manger, il faut... Bref. En plus de ça, il y a des attachements émotionnels à la nourriture, hein, évidemment. Par exemple, le repas que ta grand-mère te faisait tous les dimanches quand tu allais chez elle, et ben ça va te... ça va te taper différemment. La première bouchée, elle va... Une bouchée de nostalgie comme ça qui va être difficilement résistible. Donc voilà, ça c'était juste pour c'était juste pour l'historique un petit peu du truc. Je me suis dit on va poser le décor parce que je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus. On va passer maintenant directement sans plus de transition sur toutes les astuces, les petites astuces, les petites techniques. C'est pas que des astuces ou des techniques, c'est autant il y a des petites astuces, autant il y a des concepts un petit peu plus généraux. Et j'ai vraiment essayé de centraliser tout ce que je connais, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai utilisé un petit peu. Voilà, histoire que ça puisse te servir, toi qui décides d'écouter cet épisode. Le but, c'est que tu en tires quelque chose qui va te servir, clairement. Je vais commencer par la sèche. Donc, la sèche, c'est quand tu fais une sèche, disons, quand tu cherches à perdre du gras, typiquement, et donc quand tu cherches à diminuer ton appétit ou en tout cas à diminuer la sensation de faim, parce que comme je l'ai précisé, eh bien c'est ça l'un des plus gros challenges lorsqu'on est en diète, lorsqu'on cherche à perdre du poids. Eh bien le but c'est de créer un déficit calorique, ça c'est obligatoire. Le déficit calorique c'est clairement, il faut que tu consommes moins de calories et d'énergie que la quantité de calories et d'énergie que tu vas dépenser en moyenne, hein, ça veut dire, généralement, on se réfère à la journée, mais ça peut être la semaine, évidemment. En moyenne, si chaque semaine, c'est pour ça que certains jours, parce que tu fais pas nécessairement du sport tous les jours, mais il faut qu'en moyenne, ton activité physique soit supérieure si tu veux, enfin, tes dépenses énergétiques soient supérieures si tu veux pouvoir perdre du gras. Et ça, généralement, le corps, comme on l'a dit, il aime pas et il va se battre tu vas devoir te battre contre lui pour y arriver. Donc, on va commencer par toutes les astuces de sèche. C'est là qu'il y en a le plus, c'est là que ça sert au plus de monde possible généralement. Enfin, tous ceux qui s'intéressent un petit peu à ça, c'est généralement plus pour perdre du poids que pour prendre du poids. Mais il y a évidemment des gens qui ont du mal à manger suffisamment, typiquement en prise de masse. Et on verra ça en deuxième partie d'épisode. Et puis voilà, et puis à la fin, je résumerai un petit peu l'ensemble. Parce que là, je vais tous les voir les unes après les autres, je vais les détailler. Et à la fin de l'épisode, on balancera le petit résumé comme ça. Ça te restera peut-être encore plus en tête et si tu peux avoir une petite astuce en plus auquel tu penses, la prochaine fois que tu as un de ces objectifs pour toi, eh bien, le but c'est que ça puisse aider. Voilà, on va partir tout de suite sur la première petite astuce de sèche qui est d'augmenter le volume alimentaire. Alors celle-ci, elle est bien connue, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus connu, enfin il y a beaucoup de choses qui sont de plus en plus connues aujourd'hui et populaires et reconnues et ça fait plaisir parce que je me souviens quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'avais 17 ans, donc c'était il y a 14 ans. Il y a 14 ans, il y avait quand même moins de vraies sciences, il y avait plus de pseudo-sciences, il y avait plus d'anecdotes qui n'étaient pas toujours vraies ou justes ou applicables à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus reconnu certaines choses, typiquement vis-à-vis de la fréquence des repas, qui n'impacte pas vraiment la prise ou la perte de poids, mais plutôt justement éventuellement la satiété. Ça, on va y revenir. Bref, je vais quand même passer sur ces choses, mais je vais peut-être pas trop m'attarder sur... En fait, je vais simplement y aller au bol, parce que... Je te dis ça comme si j'allais choisir la petite perle de science que j'allais te partager ou pas. Mais en fait, moi, j'ai juste fait une liste avec les différents trucs. Donc, je vais simplement te raconter ce que je sais, ce que je connais, ce qui me vient à l'esprit à l'évocation de ces petites astuces que j'ai listées préalablement parce que, évidemment, j'ai pas envie non plus de te faire perdre ton temps et de tergiverser dans tous les sens. Donc, augmenter le volume alimentaire, ça a clairement été étudié. C'est quelque chose que tout le monde reconnaît. Il y a plein d'études qui ont fait le test, typiquement à calories égales, c'est-à-dire si tu manges 500 calories, mettons, ou 1000 calories, peu importe, à calories égales, c'est très, en fait, plus que proportionnel au nombre de calories que tu manges, ton sentiment de satiété et de à quel point tu vas combler la faim et remplir ton estomac, eh bien c'est justement... pas vraiment le nombre de calories, mais plutôt à quel point tu vas physiquement remplir ton estomac, qui va prédéterminer un petit peu le moment auquel tu auras plus trop faim, clairement. Donc augmenter
le volume de ta nourriture, que ta nourriture prenne plus de volume, pèse plus lourd aussi, mais c'est surtout une histoire de volume mine de rien. Plus ton estomac il est rempli, plus eh bien, tu vas rapidement te sentir plein par définition. Un truc qui est intéressant que j'avais lu une fois, c'était que dans l'estomac, en fait, tu as réellement des capteurs physiques. Tu vois, c'est un petit peu comme le réservoir de ta voiture. Quand le niveau d'essence il descend suffisamment bas, eh bien, il y a le petit capteur qui réalise « Ah, le niveau il est en dessous. On va faire allumer le petit voyant orange sur le tableau de bord. » Eh bien, pour la même chose au niveau de l'estomac, il est rempli de petits capteurs sensoriels physiques qui sont vraiment physiologiques. C'est vraiment, par exemple, comme quand tu te pinces la peau, tu vas avoir mal. Eh bien, c'est aussi un genre de réaction purement mécanique ou physiologique qui, en fait, simplement, dès que ton estomac il est rempli au-delà d'un certain niveau, eh bien, la nourriture, elle va recouvrir de plus en plus de ces capteurs physiques qui vont de plus en plus comme l'information de la douleur revient à ton cerveau, et bien là, l'information va remonter également pour dire « Ok les gars, l'estomac il est plein, c'est bon, on peut arrêter de lui envoyer des hormones de la faim là, c'est bon, calme-toi, l'estomac est plein, balèque ». Et balèque, entre guillemets, balèque de ce que tu as mangé en quelque sorte. C'est plutôt combien, quelle quantité tu as mangé. Et tout simplement, eh bien, pour en revenir un petit peu au pur et dur de la chose et pas trop s'éterniser, eh bien, c'est important de manger beaucoup d'aliments qui sont peu denses en calories. Typiquement, des légumes. Eh ouais, les légumes, c'est les rois de la sèche, les légumes. Pourquoi ? Parce qu'ils te remplissent le bide. Et les légumes, c'est quoi ? C'est de l'eau, c'est des fibres et des bonnes vitamines. Et très peu de calories, c'est que du bénéf. La grande majorité des légumes, généralement aussi les légumes verts, les légumes crucifères du style les brocolis, le chou kale, tout type de chou, typiquement, ça c'est les épinards, c'est vraiment des légumes qui sont reconnus comme en mode, c'est des légumes gratuits pour la plupart des personnes qui parlent de régime et tout ça. Ceux qui donnent les meilleurs conseils, selon moi, je suis biaisé peut-être, mais c'est ceux qui te disent bah, vas-y, fais-toi plaisir sur les légumes, t'en manges autant que tu veux, balèque. T'es en sèche, mec, t'as ma bénédiction pour manger autant de brocolis que tu veux, même si t'es en sèche, tu vois. Vas-y, tu peux en manger. Je te mets au défi d'en manger trop, d'en manger suffisamment pour que ça soit le facteur déterminant qui va faire que tu perds pas du poids. Et là, si c'est le cas, je te dirais, bah écoute, dans ce cas, on va manger moins d'huile, on va réduire quelque part ailleurs pour se permettre de mettre encore plus de brocolis. Donc, c'est très important de favoriser ce genre de choses dans une diète quand on cherche à manger moins, à avoir moins faim au quotidien. On passe à la deuxième petite astuce qui est de ne pas boire de calories, d'éviter au maximum de boire ces calories lorsqu'on cherche à limiter la faim et lorsqu'on est en sèche. Bah, ça suit un petit peu la première astuce, ça va généralement assez bien à l'encontre de la règle du volume alimentaire parce que même si les calories, même si un liquide ça peut beaucoup te remplir l'estomac aussi, eh bien, tu peux avoir des liquides remplis de calories pour le même volume, et certains, par exemple de l'eau, il n'y a pas de calories dedans. Par contre, tu te fais un jus de fruits blindé de jus de fruits, eh bien, il y aura beaucoup plus de calories pour le même volume, et ça va pas proportionnellement te combler la faim autant que si tu avais mangé ce même total de calories la plupart du temps. Aussi parce que quand tu manges, ça va beaucoup moins vite. Quand tu bois, tu peux littéralement, tu gobes. Quand tu bois des calories, tu les gobes. Tu les mâches pas, t'as pas le temps de sécréter autant de salive, autant de... Je sais pas... Voilà, ça devait être un petit peu bizarre par audio, mais bref, tu mâches pas et tout ça, ça fait partie des mécanismes qui renvoient le signal au cerveau comme quoi, ça y est, je suis en train de bouffer et tu peux me laisser tranquille, j'ai plus faim. Tu vois, donc je vais pas m'éterniser parce que c'est à nouveau un conseil qui est très connu, mais ne pas boire de calories, c'est intéressant. Et donc on enchaîne un petit peu sur, c'est intéressant par contre de se remplir beaucoup de boissons qui sont sans calories. Parce que forcément, tu vas pouvoir te remplir physiquement l'estomac et l'intérieur du corps et tu vas pouvoir faire passer quelque chose dans le gosier quand même sans pour autant empiler de calories. Les boissons les plus recommandées, disons, qui sont sans calories, de l'eau. Hein, voilà, c'est aussi bête que ça. De l'eau, du thé. Le thé vert, c'est ma préférence. Le café, bien évidemment. Alors le café, c'est spécial parce que le café, il y a de la caféine dedans. Dans le thé aussi d'ailleurs, où il y a de la théine. Il y a un petit peu des stimulants dans tout ça et c'est très connu que les stimulants, la grande majorité des stimulants, si ce n'est tous les stimulants, ont un
pouvoir de suppression de l'appétit. La caféine, clairement, encore plus et peut-être, j'allais dire exclusivement, d'après ce que j'ai entendu, exclusivement lorsque tu n'es pas accoutumé à la caféine, il y a un fort pouvoir de suppression d'appétit. Après, si tu te fais 4, 5, 6 cafés tous les jours, eh bien forcément tu t'accoutumes à la caféine et apparemment le pouvoir de suppression d'appétit serait diminué. Personnellement, étant complètement accoutumé à la caféine parce que je bois mes cafés tous les jours et je prends aussi des pré-workouts, donc des petites, j'essaie de limiter ça, des doses de caféine avant d'aller m'entraîner aussi. Moi, c'est full psychologique. C'est full psychologique parce que clairement le boost d'énergie et tout ça, ça fait longtemps que je le ressens plus vraiment avec la caféine. Mais il n'empêche que le goût du café dans ma bouche, il est fortement associé. Psychologiquement, j'aime penser aussi au fait de « Ah, je bois du café, ça y est, j'ai plus faim. Clairement, j'ai plus faim. Je bois du café, j'ai moins faim après qu'avant. » Peu importe. Et ça fonctionne pour le thé, ça fonctionne pour l'eau. Et de même, se remplir l'estomac de gaz carbonique, eh ben, le gaz carbonique, ça prend de la place aussi et donc ça te bouche assez bien. Personnellement, l'eau gazeuse, c'est mon astuce de prédilection. On dira, je bois de l'eau gazeuse, j'en bois 3-4 gorgées. Bon, je rote un coup, bien sûr, et c'est important pour pas avoir mal au bide, on est d'accord. Ça fonctionne peut-être pas pour tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui supporte bien les boissons gazéifiées, mais c'est ce que je préfère, et c'est ce que je fais un petit peu actuellement, parce qu'actuellement, je suis en sèche. Mais on en parlera peut-être plus tard, c'est pas le sujet du jour, là tout de suite. Voilà, les boissons sans calories, l'eau, le thé, le café, c'est très bien pour limiter la faim. On passe à la petite astuce suivante, voilà. C'est de choisir les glucides qui ont le plus de pouvoir de satiété. En fait, on l'a vu, les calories, le volume, c'est différent, mais même, il y a certaines calories à part entière qui, évidemment, ne sont pas toutes plus rassasiantes les unes que les autres. Il y en a qui sont plus rassasiantes que d'autres, notamment déjà au niveau des macronutriments. Alors d'ailleurs, je crois que je l'avais écrit, ouais, je l'avais écrit juste après, mais on va y revenir, j'aurais dû la mettre plus tôt dans la liste. Mais déjà, le macronutriment par calorie qui est le plus rassasiant, c'est les protéines. Tu vois, dans 1 gramme de protéines, tu as environ 4 kilocalories. Dans 1 gramme de glucides, tu as environ 4 kilocalories. Et dans 1 gramme de lipides, tu as environ 9 kilocalories. Et il semblerait justement que les protéines activant encore plus la thermogénèse, c'est-à-dire manger des protéines, ça crée encore plus de chaleur quand tu dois les digérer, et créer de la chaleur, digérer, ça coûte de l'énergie. Donc il paraît même que les protéines, ce serait un petit peu moins, ce serait peut-être 3,4, 3,5, tout simplement parce que pour digérer 1 gramme de protéines, eh ben, ça demande au corps de travailler un petit peu plus, ce qui brûle plus de calories. Et donc, on va revenir d'abord là-dessus. Une diète, une alimentation plus riche en protéines, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire pour le même nombre de calories, avoir suffisamment de protéines, avoir une diète riche en protéines, évidemment, ça ne sert à rien d'abuser non plus, ça va beaucoup aider parce que c'est très rassasiant. C'est vraiment, pour chaque calorie, généralement, c'est ce qui va le plus te bourrer. Et puis, c'est assez bien connu que quelque chose qui est purement sec, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras. Typiquement, tu manges un steak de bœuf très maigre, tu manges du poulet, tout simplement, tu manges des filets de poulet, bah, tu vas en manger un peu, tu vas en manger encore, mais tu vas très vite en avoir plein le cul. Tu peux pas exploser 1 kilo de poulet comme ça juste parce que tu perds le contrôle de toi-même et que t'as faim et tout. Non, c'est juste tu manges ça, après t'en as marre, tu vois, t'en as vite marre, tu peux pas manger plus. Donc c'est important, évidemment, de favoriser pas mal de protéines dans son alimentation, pour différentes raisons qui sont autres que le contrôle de l'appétit et la faim, pour le maintien de la masse musculaire, pour la prise de masse musculaire évidemment, mais ce n'est pas le sujet premier de ce podcast, donc je ne vais pas plus m'aventurer là-dessus, mais voilà, c'est important de faire cela. Et également dans les autres sources, on va discuter aussi des autres sources, parce que c'est pas complètement anodin, clairement, non seulement de comment tu répartis le reste entre glucides et lipides, mais de, typiquement, qu'est-ce que tu choisis comme source au sein de ces autres macronutriments. On va donc revenir sur cette astuce suivante, parce que là, c'était une diète riche en protéines. Astuce suivante, c'est les glucides que tu choisis de manger. Eh bien, ils ne sont pas tous égaux en termes de pouvoir rassasiant.
Je vais pas, je vais pas m'étaler beaucoup plus que nécessaire non plus là-dessus, mais par exemple, pour moi, la best source de glucides par calorie, on dira comment elle va me bourrer, me remplir de ouf, c'est les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est quand même un truc de ouf, les pommes de terre. Littéralement, c'est difficile d'abuser. Hein, tu vois, moi, les pâtes, honnêtement, les pâtes, je peux les gober, tu vois. Les pâtes, je les avale tout rond si je veux. Là, je peux en manger beaucoup plus. Et après, c'est pas un concours, on est d'accord, c'est bon. Mais les pâtes, par exemple, quand moi, je me fais un repas de pâtes, là, pendant ma prise de masse, je me faisais des repas de pâtes de 300 grammes de pâtes crues. D'ailleurs, je l'ai montré un petit peu à quoi ça ressemble dans ma vidéo YouTube qui est sortie. 300 grammes de pâtes crues, c'est un peu plus que 1000 calories. Donc c'est quand même conséquent. Par contre, 1000 calories, et ça c'est pour un repas où je suis bien plein, tu vois. 1000 calories en pommes de terre, ça te fait à peu près 1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg de pommes de terre. Et vas-y, pour manger 1,3 kg de pommes de terre. Moi, les 300 grammes de pâtes, je les explose facilement. 1,3 kg de pommes de terre, au bout de 500 grammes, j'ai envie de vomir, tu vois. J'ai plus envie de manger. Au bout de 500 grammes, il faut me payer, il faut me forcer pour que j'ai encore envie de mettre des pommes de terre dans ma bouche, de les mâcher. C'est un peu pâteux, c'est un peu farineux, tu vois. Alors évidemment, c'est moins agréable, mais le but, c'est que ça soit un petit peu moins appétissant, forcément. On est bien d'accord, plus que tu manges, c'est appétissant, plus tu vas vouloir en manger, plus ce sera dur de te restreindre un petit peu, ce qui est très souvent nécessaire quand tu veux perdre du gras. Donc voilà, tout simplement. Et là, je compare les pâtes et les pommes de terre, qui sont quand même deux sources de glucides qui se ressemblent beaucoup. Alors oui, il y a un petit peu plus de protéines dans les pâtes. Oui, évidemment, le profil de vitamines, de minéraux, etc., il est différent. Donc, c'est évidemment important de varier son alimentation, bien sûr, de ne pas juste manger que des pommes de terre, que des carottes et que du poulet, parce que tu risques de manquer de certaines choses qui sont importantes, qui ne sont pas les macronutriments, mais qui sont plutôt le profil des acides aminés ne sont pas les mêmes, tu vois, tous les grammes de protéines, il y a tout, tu vois, ces BCAA, ces acides aminés essentiels, ils varient en fonction de la source de protéines, donc c'est important déjà de varier les macronutriments, mais c'est important de varier les sources d'aliments aussi pour les vitamines et les minéraux, bien sûr. Mais au-delà de ça, tu vois, mine de rien, ça vaut quand même clairement la peine de favoriser, par exemple, plus de pommes de terre plutôt que plus de pâtes. Et ça, c'est personnel. Alors, je pense que les pommes de terre, c'est le cas pour beaucoup de gens, à mon avis, mais ça dépend aussi des gens, ça dépend des préférences. Il y a certaines personnes, elles mangent des œufs, elles ont l'impression qu'elles sont bourrées, tu vois. Le matin, il y a des gens qui disent « Ouais, moi, le matin, je mange 2 œufs et après, j'ai plus faim jusqu'à midi. » Je suis là, moi, je mange 2 œufs, ça me change que dalle. Limite, ça me change rien du tout. J'ai l'impression. Donc, pour moi, les œufs, c'est pas le meilleur bail, notamment aussi parce que c'est plus calorique, bien sûr, avec les sources de lipides. Mais tu vois, quand tu compares, par exemple, 2 sources de glucides, est-ce que le riz, ça te remplit plus? Est-ce que le quinoa, ça te remplit plus? Est-ce que les pâtes? Est-ce que les pommes de terre? Voilà, c'est important de faire des petits tests pour soi aussi, parce qu'on n'est pas tous égaux non plus à ce niveau-là. On passe à la petite astuce suivante qui est que d'avoir des repas variés, notamment des repas qui sont en même temps riches en protéines, en fibres et qui possèdent une source correcte de lipides, ça va être les repas les plus complets, les plus rassasiants. Avoir vraiment des protéines, comme on l'a vu, c'est intéressant. Avoir des fibres, c'est très intéressant. Et avoir des lipides également. Quand tu mélanges tout cela, il y a plusieurs choses qui vont entrer en compte. Déjà, les lipides, on va commencer par ça. Les lipides, c'est essentiel déjà à la survie. Si tu manges 0 g de lipides pendant très longtemps, il y a vraiment des trucs dans ton corps qui vont commencer à dysfonctionner de façon de plus en plus grave. Donc c'est de toute façon important de garder ça à un seuil vital, on dira, un seuil minimal. Mais d'après mon expérience, c'est pas toujours... maintenir ça au seuil minimal parce que tu te dis, ouais, 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Ouah, ça fait beaucoup. Si j'en mange beaucoup, les calories montent vite. Et c'est vrai, mais vouloir les réduire trop bas, moi j'ai déjà essayé, c'est pas bon non plus. Typiquement, quand je mange, quand j'ai trop peu de lipides dans une journée, quand j'ai trop peu de lipides dans un repas, en fait, il manque un truc, tu vois. J'ai fini mon repas, mais je me dis, ouais, je sais pas, j'ai toujours un peu faim, c'est toujours un peu bizarre, je suis pas rassasié. Et ceci en fait partie. Donc ça, c'est clairement important. Et en plus, quand tu mélanges cela avec autre chose, par exemple les fibres,
c'est ce que j'ai mentionné. Les fibres, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue satiété, d'un point de vue santé aussi, bien sûr. Les fibres, il y a deux types de fibres, sauf erreur, enfin deux types principaux, je ne suis pas un expert non plus. Les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles, ils vont se liquéfier, tu vois, ils vont se liquéfier, ils vont tapisser un peu, je sais pas, ton estomac, tous tes tuyaux, ça va glisser un petit peu plus facilement, ça va aider la digestion généralement, et ça va ralentir l'absorption des glucides, ce qui va augmenter ton temps de digestion. En fait, les fibres solubles, ça va faire en sorte que tu digères pendant plus longtemps, en fait, ça va tourner plus longtemps en toi, tu vas prendre plus de temps à encaisser ton repas, et pendant que tu encaisses ton repas, généralement, ton corps il va envoyer moins de signaux comme quoi vite, il faut qu'il y ait un prochain repas qui débarque parce qu'on crève la dalle. Donc si tu digères lentement et avoir des fibres solubles, ça aide, ça va t'aider à avoir moins faim, à te sentir rassasié plus longtemps. Et les fibres insolubles, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont une fois qu'ils vont gonfler en fait dans l'estomac. Ils vont au contact de liquide, sauf erreur. Ils vont emmagasiner les liquides et ils vont gonfler, ce qui va prendre plus de place dans ton estomac, du coup, comme on l'a vu, et ça va contribuer à la satiété parce que ton estomac sera plus plein. Et ça va, en fait, c'est un gros volume alimentaire par rapport à la faible quantité de calories qu'il y a dans des fibres. Le nombre de calories dans les fibres, c'est un petit peu, je suis pas sûr et certain, mais il me semble que c'est moins que les glucides. C'est pour ça que parfois c'est pas compté dans le profil, tu vois, sur l'étiquette. Quand c'est écrit glucides, c'est écrit fibres et les fibres sont pas vraiment indiquées comme étant des glucides ou quoi. Mais je crois qu'il y a environ 2 kilocalories par gramme de fibres, quelque chose comme cela. Et après, tu as les solubles, insolubles. Il y en a qui sont comptés, il y en a qui sont pas comptés. Il y a beaucoup de marketing là-dedans, donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais les fibres insolubles étant plus difficiles à digérer, il n'y a pas tout le monde qui... tu vois, parce que ça te remplit le bide, donc ça peut te ballonner, tu peux avoir du mal à les digérer, tu peux te sentir mal physiquement quand tu prends trop de fibres insolubles, donc ça dépend aussi de ta capacité à digérer tout ça. Tout ça pour dire, les fibres, c'est difficile de faire, c'est difficile de se tromper vis-à-vis de ça quand tu cherches à avoir moins faim et à contrôler un petit peu plus ton apport calorique. Prochaine astuce, on va voir un petit peu le reste des macronutriments. J'en avais parlé un petit peu avant. Évidemment, les protéines, on est d'accord, tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est important pour tout le monde d'en avoir suffisamment, qu'en plus ça aide à plein d'autres choses que juste de plus avoir faim. Mais pour le reste, c'est-à-dire pour le reste des calories qu'on a en dehors du minimum de lipides vitales et des protéines optimales, eh bien généralement tu peux manger plus de glucides, tu peux manger moins de glucides, notamment lors des régimes, j'ai utilisé le mot régime, lors d'une diète spéciale où on te dit « Ah, il faut plus manger tel aliment, il faut plus manger tel macronutriment, il faut pas manger de glucides, les glucides ça fait grossir, etc. » C'est pas complètement vrai, ça dépend évidemment aussi de chacun, on a tous une génétique qui entre un petit peu en compte. Alors c'est pas 100% lié à la faim et à l'appétit, mais je vais quand même le mentionner parce que je trouve ça intéressant et ça pourra probablement servir à quelqu'un qui écoute cela en étant en sèche typiquement. C'est que le reste de ces macronutriments va également influencer un petit peu l'ensemble. Et notamment, j'aimerais m'attarder surtout sur le rôle de l'insuline dans tout cela et comment est-ce qu'on est tous plus ou moins... Enfin, on n'est pas tous pareils, en tout cas, vis-à-vis de cela. L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas au moment où on mange notamment des glucides. Le but de l'insuline, sauf erreur, c'est de réguler le taux de glycémie, donc le taux de sucre qu'on a dans le sang. Et l'insuline va servir à ouvrir en fait des portes quelque part dans le corps pour que la glycémie et pour stocker en fait des glucides, pour stocker de l'énergie en dehors de façon à ce qu'il ne reste pas simplement à flotter dans le sang. Généralement, ça va se produire dans le foie, ça va se produire dans les muscles et ça va se produire dans les tissus adipeux, donc dans les réserves de graisse. Donc c'est l'insuline qui nous rend gros en fait, tu vois. Waouh. C'est l'insuline qui nous rend gros. L'insuline, elle a bon dos quand même souvent.
On oublie qu'elle n'est pas uniquement négative. L'insuline, c'est très très important pour beaucoup de choses. Et notamment, l'insuline, quand elle est sécrétée, elle a un rôle elle a un effet de suppresseur d'appétit. Donc en fait, quand on sécrète de l'insuline, eh bien, si on la gère bien, et ça on va y revenir parce que c'est toute la spécificité de la chose, si on réagit correctement à l'insuline, eh bien l'insuline va nous couper un petit peu la faim. Et ça, c'est important, ça c'est intéressant dans le cadre des petites astuces qu'on est en train de mentionner. Mais on n'a pas tous, justement, la même génétique vis-à-vis de l'insuline et le même état, parce qu'on n'est pas non plus voué à notre génétique. On peut modifier, en fait, aussi notre sensibilité à l'insuline, en fait, notre résistance à l'insuline. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup lu en anglais et les termes ne sont pas exactement les mêmes, mais je crois qu'en français, on parle de résistance à l'insuline ou de sensibilité. Ouais, je vais rester sur sensibilité parce que en anglais, c'est sensitivity et j'ai l'habitude de ça, on dira. Une moins bonne sensibilité à l'insuline va affecter négativement la capacité de l'insuline à ouvrir ses portes dans le foie, à ouvrir ses portes dans les muscles, de façon à pouvoir stocker des glucides dans les endroits qui nous intéressent. Typiquement, dans les muscles, on préfère sous forme d'énergie, sous forme de glycogène, ça va être stocké et ça va être de l'énergie rapidement accessible lorsqu'on s'entraîne. Par exemple, lorsque tu t'entraînes dur, tu vas d'abord aller chercher dans tes réserves d'énergie immédiate, ça va être le glycogène qui a été stocké dans le foie, qui a été stocké dans les muscles. Et donc, c'est important que ça puisse être fait facilement. Sinon, quand il reste plus rien, eh bien, soit les glucides restent dans le sang et là, tu es en hyperglycémie et là, eh bien, c'est ce qui s'appelle généralement avoir le diabète également, ou en tout cas le diabète de type 2, parce que tous les diabètes, c'est pas toujours la même chose. Soit, eh bien, ça va être stocké en tissu adipeux, et ça nous intéresse pas vraiment. Bref, avoir une bonne sensibilité à l'insuline, c'est intéressant, c'est important, c'est très bien pour tout le monde, et tout le monde ne sait pas exactement s'il est sensible. Enfin, tu vois, étant donné que si l'insuline, ça fonctionne pas correctement, eh bien, il va moins y avoir cet effet suppresseur sur l'appétit. Et donc, tu n'as peut-être pas la même facilité à stocker et à gérer les glucides de par ta sensibilité à l'insuline. Et c'est peut-être plus intéressant pour toi de manger, par exemple, plus de lipides et moins de glucides, tu vois. Un petit test qu'on peut faire, qui est assez facile pour savoir si on est très sensible, si on a une bonne sensibilité à l'insuline ou pas, c'est par exemple, est-ce que tu as des gros up et down d'énergie dans la journée? Par exemple, il est 13h, c'est l'heure de manger, tu te fais un énorme plat de pâtes, donc un énorme plat rempli de glucides. Est-ce que à la fin de ton repas, pendant que tu digères, t'as un énorme crash? Est-ce que tu passes de j'ai plein d'énergie parce que j'ai mangé des pâtes juste après à putain, je me sens tellement lourd, j'ai envie de m'endormir? Ça, c'est plus. Alors évidemment, ça dépend. Si tu te fais un énorme plat, forcément, ça va t'alourdir, tu vas te sentir un peu ballonné, etc. Mais si tu as beaucoup de up et down d'énergie dans la journée, notamment en étant corrélé à tes apports de glucides, c'est-à-dire quand tu manges des glucides, tu as des crashs d'énergie, tu as des pics et des crashs d'énergie, en fait, c'est généralement indicateur quand même d'une moins bonne sensibilité à l'insuline. Et dans ce cas, c'est probablement plus intéressant de faire des tests, parce qu'évidemment on est tous différents, mais c'est peut-être plus intéressant pour ce type de profil de consommer peut-être moins de glucides, de mieux les répartir, de les réduire, de consommer plus de lipides. Les personnes en fait se sentiront mieux dans ce cas de figure parfois en consommant plus de lipides. Et quand tu te sens mieux dans ton régime, dans ta diète, eh ben elle est plus facile à tenir. C'est là où je veux en venir avec tout ça évidemment, c'est que c'est important de comprendre un petit peu comment on fonctionne. On est tous différents, même s'il y a beaucoup de lois fondamentales qui nous affectent tous beaucoup. C'est au final, si tu te connais bien, tu comprends bien quels aliments manger, comment, lesquels, comment répartir tout cela, ce qui est propre uniquement à toi et à ton ressenti personnel, eh bien tu vas avoir beaucoup plus de facilité à modifier ton corps, à comprendre comment il fonctionne, à savoir quelle réaction va se produire à tes actions qui sont de manger X ou Y chose en X ou Y quantité. Tu vois, moi j'ai l'impression de assez bien connaître mon corps. Moi j'ai une bonne sensibilité à l'insuline. Quand je mange mes gros plats de pâtes, je me retrouve pas au fond de mon lit à faire une sieste derrière.
Donc c'est plutôt bien, hein, je suis content. Il y a évidemment des moyens d'améliorer sa sensibilité à l'insuline. Hein. Tu n'es pas voué à être condamné si jamais génétiquement tu étais prédisposé à mal le faire. Le surpoids, en fait, c'est un peu une spirale. Hein. C'est un petit peu, plus tu fais du sport, plus tu vas améliorer ta sensibilité. Plus tu es en surpoids, plus tu es en surcharge pondérale, plus tu vas avoir du mal avec ta sensibilité. C'est quand même un petit peu des spirales infernales et des cercles vertueux pour améliorer ou diminuer ta sensibilité à l'insuline. Mais si ça t'intéresse un petit peu plus, je te conseille de faire des petites recherches sur Google, de lire quelques articles à ce sujet. C'est très intéressant. Et puis voilà, le reste, ça dépasse un petit peu le cadre de cet épisode quand même. Donc voilà, pour résumer rapidement cette astuce qui était quand même relativement longue et un petit peu complexe quand même, même pour moi, je suis pas sûr de complètement maîtriser à l'oral comme ça rapidement tout ça. Je pense que j'ai été relativement précis, mais si c'est pas le cas, n'hésite pas à me corriger en commentaire de la vidéo YouTube également. Pour résumer un petit peu tout ça, n'hésite pas à faire des tests avec les macros que tu as. Par exemple, tu te dis, j'ai une telle quantité de calories qui me reste, je peux la répartir en glucides ou en lipides. D'un point de vue calorique et d'un point de vue perte de poids, ça va pas changer énormément. Mais d'un point de vue comment je me sens, d'un point de vue mon niveau d'énergie, d'un point de vue est-ce que c'est facile de tenir cette diète, ça peut tout changer. Donc fais des tests sur quelques jours ou 1 ou 2 semaines, tu manges beaucoup plus de glucides et beaucoup moins de lipides, et vice-versa, et tu regardes si tu as une différence de niveau d'énergie dans tout ça. Parce que si tu as une mauvaise sensibilité à l'insuline, il y a plus de chances que tu remarques des différences de niveau d'énergie en fonction de ta répartition de glucides et de lipides, tu vois. Donc fais tes petits tests, apprends à te connaître comment tu fonctionnes. Tu peux aussi t'améliorer comme je l'ai mentionné, mais c'est un allié intéressant à avoir de son côté quand on cherche à vivre sa vie de façon agréable tout en perdant du gras, bien sûr. On passe maintenant à la petite astuce suivante qui est de trouver sa fréquence de repas idéale. Alors, comme je l'ai mentionné au tout début de l'épisode, si tu manges, il y a des études qui ont été faites à quantité de calories égales et toutes choses égales par ailleurs, plutôt, on dira. Ils ont étudié des gens qui mangeaient un repas versus des gens qui mangeaient, je crois, 16 ou 17 repas par jour, c'est-à-dire des gens qui mangent tout le temps. Et il n'y avait pas de différence en termes de composition corporelle. Les gens n'ont pas pris ou perdu plus de poids en mangeant 1 ou 17 repas, en mangeant exactement la même chose et en faisant exactement la même chose en dehors de ça. C'est pour ça qu'au final, la fréquence de repas, c'est complètement personnel. C'est vraiment ce que toi, tu préfères dans le but de te rendre la vie plus facile, de te rendre la vie plus agréable. Eh bien, ça t'aidera à tenir ta diète. Et donc, ça t'aidera à atteindre tes objectifs physiques et sportifs, bien entendu. Et ça, on veut et on aime. Donc à nouveau, c'est une histoire de test. Je passe peut-être je ne sais pas si c'est une astuce en plus, je l'avais mentionné bien sûr parce que personnellement je pratique le jeûne intermittent. C'est marrant parce que quand je dis je pratique le jeûne intermittent, parce que j'aime pas dire je fais le jeûne intermittent, tu vois, je trouve que c'est trop... Mais quand je dis je pratique, j'ai l'impression genre je fais partie d'une secte ou quoi, tu vois, moi je suis ce genre de mec, je pratique le street workout et le jeûne intermittent, vois-tu. Bref. Le jeûne intermittent, tu connais, très certainement, ça a été très popularisé, démocratisé. D'ailleurs, moi-même, j'en ai parlé, j'ai contribué à cette popularisation du jeûne intermittent parce que je trouve ça génial pour moi, pour mon style de vie, pour mes objectifs, pour la façon dont j'ai envie de vivre ma vie. Et notamment, le jeûne intermittent, ça méritera amplement son épisode de podcast séparé. Je pense faire une vidéo sur le jeûne intermittent, une deuxième vidéo, parce que la première, elle date de 3 ou 4 ans. Et il y a d'autres choses que je pourrais dire, d'autant plus avec mon expérience, parce que ça doit faire 8 ans maintenant que je pratique le jeûne intermittent. Et là, pour mes 3 derniers mois de prise de masse, c'est la première fois depuis 8 ans que je reprenais le petit déjeuner le matin, parce qu'il fallait que je consomme plus de calories et que c'est plus pratique pour moi. Et donc j'ai adapté ma fréquence de repas en fonction de mon objectif. Vois-tu, c'est exactement le principe. Et lorsque je suis en sèche, par contre, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de manger moins de repas. Et dans ma vie de tous les jours également, je préfère manger moins de repas parce que ça veut dire manger des plus gros repas. Et ça, j'adore. Moi, j'adore. Après, tout le monde n'a pas la capacité ou l'envie de se taper des énormes repas le soir ou n'importe quand. Et ça fait moins de cuisine, moins de temps. Enfin, en fait, c'est moins de temps. Moi, ça me prend beaucoup moins de temps. Moins je passe de temps à manger, plus j'ai du temps pour le reste de ma journée. Je me suis bien rendu compte pendant ma prise de masse que ça prend tellement de temps de manger tout le temps. C'est un peu lassant aussi. Alors après, voilà, ça c'est
C'est ce qui fait qu'une prise de masse n'est pas nécessairement agréable, tout comme une perte de poids n'est pas souvent agréable même. Donc voilà, le jeûne intermittent, ça consiste à manger moins de repas, à jeûner plus longtemps, c'est-à-dire passer plus d'heures en moyenne dans tes journées sans être en train de digérer, sans avoir mangé un repas. Généralement, c'est manger moins de repas et les rapprocher un petit peu plus les uns des autres, ou tout simplement réduire la fenêtre dans laquelle tu t'autorises à manger. Et j'utilise toutes ces manières parce que ça a été beaucoup marketisé aussi, le jeûne intermittent, comme quoi, tu as ta fenêtre de 6 heures pendant laquelle tu dois manger 8 heures, 16, moi tu fais quoi toi ? Ah moi je fais du 16-8. Ouais, cool, ça change pas grand-chose au final, tu vois, d'après mon expérience et d'après les études, ça change que dalle. C'est une histoire de calories, hein, beaucoup. Il n'y a pas énormément de magie associée au jeûne intermittent, même si il y a que du potentiellement positif, j'ai l'impression. Il y a potentiellement des bienfaits supérieurs, supplémentaires à jeûner, toutes calories égales par ailleurs et fréquence de repas égale par ailleurs. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que je ne m'y connais pas assez et selon moi, ce n'est pas une bonne raison pour jeûner. Si ça te rend le reste de la vie plus difficile, plus désagréable, faut pas se dire « je vais sûrement vivre plus longtemps si je jeûne, donc je vais me forcer à jeûner alors que j'en ai pas du tout envie. » Tu vois, c'est évidemment pas la bonne façon d'aborder la chose, mais ça peut être un allié très intéressant dans une perte de poids. Je sais que moi, personnellement, c'est vraiment extrêmement efficace et stylé pour moi que de jeûner. Ça m'aide beaucoup à manger moins et à ne pas avoir faim parce que, en fait, quand tu manges pas, très souvent, tu n'as pas faim. Ça, on va encore y parler un petit peu. C'est évidemment hormonal et c'est lié à nos habitudes. Peut-être j'en parlerai un petit peu plus tard, je crois, dans la prise de masse, dans les astuces de prise de masse. Je vais enchaîner un petit peu parce que purée, cet épisode va être long, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de faim. Tu vois, je t'avoue, attends, petit aparté, complètement en aparté. Des fois, je vais regarder d'autres podcasts, j'écoute aussi des podcasts moi-même, et c'est vrai que je vois des podcasts, souvent, il y a pas mal de podcasts où la moyenne, c'est peut-être 20 minutes, tu vois, 20-30 minutes. Je serais curieux de savoir, toi, ton avis, qu'est-ce que tu préfères comme format et durée de podcast, qu'est-ce que tu écoutes ? Moi, je sais que lancer un podcast de 9 minutes, ça me saoule. Parce que je range mon téléphone, je fais la cuisine, je fais mes courses ou quoi, je dois sortir mon téléphone pour changer d'épisode après 9 minutes, ça me saoule. Ça me saoule. Et enfin bref, tout ça pour dire que ce genre d'épisode-là, où je te balance 22 astuces, je pourrais faire 22 épisodes, tu vois. Ça ferait plus d'épisodes, mais ouais, ça me saoule. Ça me saoule. Mais n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire de la vidéo YouTube, ça m'intéresse de connaître tes préférences et tes habitudes vis-à-vis de ça. Moi, je sais que je fais des épisodes assez longs, je pense que tu en es habitué si tu connais un peu ce podcast. Voilà, on va continuer. Même si c'est relativement long, j'ai encore pas mal de petits trucs à raconter parce que la liste n'est pas encore terminée. Donc, astuce suivante, faire du sport. Bouger, faire de l'activité physique. C'est assez connu que quand tu fais du sport, en fait, t'as pas vraiment faim. T'es pas en train de te dire, putain, je crève la dalle, pendant que t'es en train de suer ta mère sur le tapis de course, pour utiliser un stéréotype. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire du cardio pour perdre du poids, mais ça n'a rien à voir avec cet épisode. Faire de l'activité, faire du sport, eh bien, ça va couper la faim. Ça va couper la faim, notamment, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, ça coupe la faim notamment grâce au rôle de l'adrénaline dans tout ça. En fait, augmenter son niveau d'adrénaline moyen, qui est une hormone qui te pousse à passer à l'action, généralement, c'est un peu le fight or flight, tu vois. Quand t'es sous adrénaline, t'es là, ok, soit je me bats, soit je me casse en courant, soit je m'enfuis, soit je me bats. C'est cette hormone de la survie un petit peu qui te pousse à passer à l'action. Il y a un peu un troisième truc, c'est fight, flight or freeze. Ça veut dire que ce que tu peux aussi réagir, c'est t'es paralysé, t'es sous le choc, soit tu te bats, soit tu t'enfuis, soit t'es paralysé. On va mettre de côté la paralysie parce que ça corrobore moins ce que je veux dire, tu vois. Donc je vais volontairement pas trop en parler parce que ça m'arrange pas, tu vois. Et ça, c'est une note très intéressante quand tu veux gagner une argumentation, c'est d'oublier les trucs qui t'arrangent moins et de choisir les études qui t'arrangent. Voilà, le biais de confirmation, c'est sympa. On fera un petit épisode sur les biais cognitifs, je trouve ça méga intéressant comme concept. Mais on va pas trop s'éloigner du sujet. C'est qu'en fait, quand tu es sous adrénaline, quand tu es en train de partir en courant, quand tu as peur, quand tu réagis brusquement à quelque chose, pas nécessairement de la peur, tu vois, en fait, t'es jamais en train de te dire « Putain, j'ai faim ». En fait, à aucun moment dans Fight, Flight or Freeze,
t'es en train de manger. Quand t'es en train de te battre pour ta survie, t'es pas du tout en train de te dire « Putain, qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Et ça aide beaucoup. Cette hormone, l'adrénaline, eh bien, ça t'aide beaucoup à ne pas avoir faim. Il y a différentes façons de créer de l'adrénaline. Je vais me concentrer sur celle qui est la plus bénéfique et la plus intéressante à promouvoir globalement, qui est quand tu fais du sport. Quand tu es sous la barre, au développé couché, quand tu es en train de faire tes pompes, tu peux aussi créer, tu peux induire ce sentiment de combat. C'est vraiment en mode, putain, la barre, en fait, si je la pousse pas, ma barre de développé couché, elle va me tomber sur la gorge et je vais mourir, en fait. Donc si je pousse pas la barre, parce que mon pote, il est aux toilettes, tu vois, il est pas en train de m'assister, je vais mourir. Et là, t'es pas en train de te dire j'ai faim, et ça dure pendant tout l'entraînement. Enfin bref, je trouvais ça intéressant de parler un petit peu du pourquoi, du comment. À mon avis, il me semble que c'est le cas, mais c'est ça. Et une astuce très intéressante que personnellement j'applique, mais qui n'est malheureusement pas vraiment possible pour tout le monde parce que ça dépend de l'emploi du temps, c'est typiquement d'aller s'entraîner au moment où tu commences à avoir faim. Moi, ce que je fais souvent quand je suis en sèche, ça m'arrive de m'entraîner à jeun. J'aime assez bien, personnellement. J'aime assez bien m'entraîner à jeun ou ne pas manger beaucoup avant, manger très peu avant l'entraînement. Ça, j'ai pris l'habitude et j'aime beaucoup. Eh bien, en fait, c'est que quand je commence à avoir faim ou juste avant que je commence à avoir faim, je vais m'entraîner. Et ça, généralement, pour moi, c'est autour de 15 heures, quelque chose comme ça. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle tu te lèves, bien sûr, et de ce que tu as fait le matin, etc. Mais en fait, quand je commence à avoir faim, je vais m'entraîner. Et là, je vais m'entraîner, ça me prend... J'ai les déplacements, j'ai l'entraînement, j'ai revenir. En fait, c'est 2 ou 3 heures de plus dans la journée sans avoir faim. Parce qu'à partir du moment où je pars à l'entraînement, j'ai plus faim. Non, je suis déjà en mode, putain, je vais m'entraîner, c'est trop stylé. Je vais pousser des trucs, je vais essayer de m'améliorer ou de maintenir au moins mes perfs quand je suis en sèche, tu vois. Et clairement, ça me fait gagner 2 ou 3 heures pendant lesquelles je ne pense pas à la bouffe, pendant lesquelles je n'ai pas faim. Et pendant lesquels c'est beaucoup plus facile de rallier la fin de la journée sans avoir explosé 3 paquets de chips, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, faire plus de sport, plus d'activité physique, réussir à utiliser ça, si possible, pour boucher les moments où tu aurais normalement faim. Si tu le peux avec ton emploi du temps, c'est très intéressant. Alors, il en reste encore 3 ou 4, je crois, d'astuces, quelque chose comme ça. On va enchaîner parce que c'est pas terminé. Prochaine astuce, rester occupé. Là, à nouveau... Toi-même, tu sais, moi-même, je le sais très bien, quand tu t'emmerdes, t'as envie de manger juste pour t'occuper, typiquement. Donc, il n'y a pas besoin de s'étaler 15 millions d'heures là-dessus, parce qu'on l'a tous vécu, je pense, de manger juste pour boucher un vide et un ennui, tu vois. Maintenant, il y a d'autres options. Il y a sortir son téléphone et aller sur TikTok. Ça marche aussi quand tu t'ennuies. Il y a tout simplement sortir son téléphone. C'est vrai qu'on a du mal à être ennuyé et à ne rien faire aujourd'hui. Moi, le premier. Mais c'est important, c'est sympa, par exemple, d'aller aux toilettes sans son téléphone. Ça te permet de regarder le mur et de t'ennuyer un petit peu. C'est pas trop mal, mais c'est pas le sujet de l'épisode. Rester occupé, c'est ultra important quand tu es dans une sèche. Pensez à autre chose que ta diète et ta sèche et le fait que tu es encore 2 mois avant de peut-être avoir perdu suffisamment. Si tout va bien, si t'arrives à arrêter de penser à ça et à simplement vivre ta vie, et vivre ta vie, ça veut dire avoir d'autres choses à vivre dans la vie que de simplement faire attention à ce que tu manges, c'est super bien. Tu peux le faire simplement parce que tu as un travail prenant, parce que tu as une famille, parce que tu as des passions, tu as des choses qui t'intéressent, ou tu peux boucher les trous si éventuellement tu en as. Si le week-end, tu n'as rien à faire et t'as pas envie de penser à la bouffe H24, par exemple, les jeux vidéo. C'est peut-être pas le meilleur conseil à donner, mais je pense que ça fonctionne. J'ai jamais testé moi-même, mais par exemple, jouer aux jeux vidéo, non seulement ça va t'occuper les mains, ça va t'occuper l'esprit, mais en plus peut probablement y avoir un sentiment d'adrénaline qui est créé quand tu joues à certains jeux vidéo, j'imagine. Donc, quelque part, c'est tout bénef pour ne pas avoir trop faim, éventuellement. Mais une autre meilleure chose à faire, c'est par exemple d'aller marcher, tu vois. Aller marcher, aller se promener en écoutant un podcast, par exemple. Alors là, c'est tout bénef, parce que t'es occupé, tu marches, tu regardes autour de toi si tu veux. Tu peux aussi ne pas écouter de podcast, histoire de ne pas à nouveau boucher un moment où tu pourrais t'ennuyer un petit peu, mais là c'est plus, tu regardes la nature, c'est intéressant aussi de regarder autour de soi sans écouter autre chose. Enfin bref, tu vois, reste occupé, c'est la base. Et dans la même veine des trucs un petit peu bateaux, je vais le mentionner très rapidement,
parce que tout le monde le sait, mais ça ne fait jamais de mal de le répéter parce que tout le monde le sait. Et quand tout le monde sait quelque chose, c'est à ce moment-là que plus personne n'y fait vraiment attention. C'est de bien dormir. Sa mère, qu'est-ce que c'est important de bien dormir. Je suis en train de relire une deuxième fois le livre Why We Sleep de Matthew Walker. Matthew Walker, voilà, c'est plus simple de le dire comme ça. Je suis en train de relire ce livre, et ce livre est génial, je le recommande, et c'est pas du tout la première fois que je le recommande, mais en réalité, dormir, c'est vraiment le seul truc pour lequel tu es sûr et certain que ça va faire que du bien dans tous les domaines de ta vie. Évidemment, les extrêmes ne sont pas bons, dormir toute la journée. Bah, généralement, si tu peux dormir toute la journée, c'est qu'il y a un autre problème sous-jacent à cela. Mais dormir, c'est bien, et tout le monde est d'accord, et tout le monde est généralement d'accord pour dire qu'il dort peut-être pas assez, hein, notamment quand tu as un travail qui te fait te lever tous les matins très tôt et que tu es naturellement plus incliné à te coucher tard, et ben là, pas de chance. Parce que justement, dans ce livre, il explique que génétiquement, certaines personnes sont des couche-tôt et certaines personnes sont des lève-tôt. Et moi, je sais que je suis un couche-tard de ouf. C'est pour ça que je ne me suis jamais forcé à me lever à 4h30 du mat, parce que c'est stylé, parce qu'à mon avis, ça irait quand même à l'encontre de ma prédisposition. Après, des fois, je me lève trop tard, et ça, c'est un problème aussi. Et c'est pas parce que je suis génétique, c'est pas la génétique, là, c'est un problème sur lequel je dois travailler quand même. Tout ça pour dire, c'est ultra important de bien dormir, et ça va affecter la faim, un truc de ouf. Premièrement, si tu dors moins, t'as plus d'heures dans la journée auxquelles penser à ta vie et à remettre en question le fait de putain, mais en fait, des abdos, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Vas-y, on va bouffer. Tu vois, ça, c'est aussi quand t'es pas occupé, tu te fais ce genre de réflexion. Mais en fait, pourquoi est-ce que je m'affiche ça? Bah, les couilles, je vais manger, c'est agréable. Bah oui, c'est pas moi qui vais te dire que d'avoir des abdos, c'est bien pour toi et tout le monde devrait en avoir. Non, ça c'est à toi de savoir pourquoi tu les veux. Ça c'est important, de te rappeler pourquoi. Le pourquoi, c'est toujours très important. Mais d'un autre côté, si t'as moins de temps pour y penser, c'est mieux. Et si tu dors plus, non seulement t'auras moins de temps, mais en plus, bah, physiologiquement, tu vas être mieux. Hein. Anecdotiquement, c'est évident. Moi, personnellement, c'est marrant parce que là, je suis en sèche depuis 4 jours. Ça fait 4 jours que je suis passé de la prise de masse à la sèche. Donc, je suis actuellement en train de pousser un petit peu plus mon jeûne intermittent, de réduire mes calories, etc., etc. C'est intéressant, ça faisait longtemps, mais en fait, c'est tous les ans, je le fais. C'était l'année dernière, la dernière fois que j'avais fait une sèche un petit peu, toujours au printemps, tu vois, classique. Et cette nuit, j'ai pas du tout assez bien dormi parce que je me suis couché tard comme un abruti. Et qu'à 9h, j'ai eu un rendez-vous avec mon conseiller en assurance chez moi, et du coup, j'ai dormi genre 6 heures. Et je me réveille là, et j'ai faim plus tôt. Enfin là, il est 14h et j'ai déjà faim. Alors que normalement, j'ai faim plus tard. Et ça, je sais que c'est quand je dors moins bien, j'ai beaucoup plus de mal à tenir mon apport calorique sur la journée. Et ça, c'est ultra chiant. Donc il faut bien dormir. Ah voilà, c'est assez évident. On passe à la suite. La suite, c'est, si possible, d'éviter, de modeler son environnement pour éviter au maximum les stimuli qui te donnent envie de manger. En fait, tu vois, typiquement, quand tu te fais bombarder à longueur de journée par la pub, typiquement, tu te fais bombarder de pubs de bouffe, tu te fais bombarder d'odeurs quand tu te balades dans la rue. Tout le monde, il veut que son odeur, elle soit dans la rue pour te donner envie d'aller dans leur magasin pour acheter leur bouffe, tu vois, c'est normal. C'est normal, c'est la vente en tout cas, c'est comme ça. Et réussir à limiter ce genre de stimuli, ça va beaucoup t'aider. Hein, ça va beaucoup t'aider. Alors évidemment, il y a certaines formes de marketing comme celle-ci, tu peux pas les éviter. Forcément, tu vas voir des pubs dans le bus, tu vas voir... apparemment, c'est vraiment des milliers de stimuli par jour, des milliers de messages publicitaires qu'on voit de façon consciente ou inconsciente tous les jours. C'est quand même un truc de ouf. Donc si tu arrives à limiter ou à contrôler certains de ces stimuli, eh ben, c'est tout bénef pour toi. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est ton environnement, c'est chez toi, c'est bien connu. Si chez toi, il y a des paquets de chips, tous les mètres chez toi par terre, c'est quadrillé de paquets de chips. Tu vas devoir éviter de marcher dessus, tu vas devoir pas t'encoupler dedans, tu vas tout le temps les voir et en fait, tu vas tout le temps savoir que ça existe, les chips, et tu vas tout le temps te dire, mais en fait, si je veux, je peux tendre le bras et prendre ma putain de chips et la manger. Donc... faire attention à ton environnement chez toi, tu vois, loin des yeux, loin de la tentation, etc. Et ben, c'est important. Donc, c'est vraiment quelque chose à aider parce que ça va stimuler ton appétit, notamment de savoir ou de voir quelque chose d'appétissant. Eh bien, ça va éveiller ton appétit et ça, c'est pas tout bénef quand tu as envie de manger moins.
Donc, on va s'arrêter là parce que tu m'as compris, j'imagine. On passe à la petite astuce d'après, sauf erreur, il m'en reste juste une ou deux, et ensuite on aura gentiment terminé avec la sèche, et la prise de masse, ça ira beaucoup plus vite. Petite astuce perso comme ça, auquel j'ai pensé quand je me suis penché sur cette petite liste l'autre jour, c'est de réduire, et là c'est une petite astuce comme ça, c'est cadeau, c'est pas un truc aussi général que « Oh, tu sais, l'insuline, c'est stylé ». Non, là je te parle d'un truc bien plus teubé, c'est de réduire, par exemple, la taille des portions, et de réduire, utiliser, je vais dire les choses de façon très pragmatique, eh bien c'est d'avoir des assiettes plus petites, d'avoir des bols plus petits, d'avoir des couverts plus petits également, et ça découle un petit peu de limiter la taille des portions. C'est un petit peu dans la veine de ton environnement, hein. Typiquement, c'est toi qui décides la taille de tes assiettes normalement, c'est toi qui les as achetées ou tu peux les influencer un petit peu, tu vois. Clairement, moi ça fait longtemps que j'applique ce genre de choses. Quand je suis en prise de masse, je prends mes plus gros bols, je les remplis de ouf, parce qu'en fait, tu prends la même quantité de trucs, tu la mets dans un petit bol ou dans un gros bol. Quand je mets mon fromage blanc, mon fromage balek, comme j'en donne la recette dans ma vidéo YouTube, quand je le mets dans mon gros bol blanc, j'ai l'impression qu'il n'y a que dalle. Et du coup, j'ai envie d'en mettre 1,5 fois plus parce que j'ai l'impression que le bol, il n'est pas rempli. Quand je le mets dans mon petit bol bleu, tout de suite, ça le remplit beaucoup plus vite. Et ça t'influence déjà au moment où tu te sers, et ça c'est important, au moment où tu remplis ton bol ou ton assiette, mais même psychologiquement au moment où tu prends le truc et où tu te dis « Ah tiens, c'est beau, c'est gros, ça fait beaucoup de nourriture ». Donc, gros bol en prise de masse, et quand je suis en sèche, là, ces derniers temps, maintenant, j'utilise mes petits bols. J'utilise, au lieu d'y aller à la louche, au lieu d'y aller avec une grosse cuillère dans mon fromage blanc, je prends volontairement mes petites cuillères. Parce que je dois donner plus de coups de cuillère dedans, je dois passer plus de temps à manger. Passer plus de temps à manger égale laisser plus de temps à son corps aussi de réaliser, à calories égales bien sûr, de réaliser que tu as mangé et que tu as donc moins faim, ou qu'il faut avoir moins faim vu que tu es en train de manger, c'est tout bénef. Et là, à nouveau, l'industrie alimentaire, elle nous entube depuis longtemps, si je puis dire. J'avais lu quelque chose quelque part que la taille des portions au restaurant et la taille des emballages dans les supermarchés avait exponentiellement augmenté ces 40 dernières années. On nous sert des trucs toujours un tout petit peu plus gros, de façon à nous faire consommer un petit peu plus, de façon à nous habituer à manger et à nous permettre à tous les niveaux de manger plus, parce que plus on mange, plus on va pouvoir nous en vendre, c'est bien connu, et que cette augmentation de la taille des emballages et des portions était sacrément proportionnelle à l'augmentation drastique du taux d'obésité sur la planète. Mais c'est fou ça. Alors évidemment, corrélation, cause, on est d'accord, mais je pense qu'on peut voir à quel moment ça serait corrélé en fait, tu vois. Quand tu es au supermarché et que la taille la plus petite que tu peux acheter, ou quand tu es au fast-food ou au resto et l'assiette la plus petite que tu peux commander, elle est plus grande, t'es forcé de prendre plus. Et quand tu te retrouves avec plus dans ton assiette, moi par exemple j'ai un point d'honneur depuis toujours, je ne sais pas si c'est lié à mon éducation ou à mon appétit, parce que j'ai un gros appétit, moi mon assiette je la vide toujours, jamais je ne laisse rien dans mon assiette. Chez moi au resto je finis les assiettes des autres aussi, tu vois, enfin moi je suis vraiment une poubelle à ce niveau-là, je suis vraiment une poubelle, tu peux me jeter des trucs, plop, plop, ça va disparaître, tu vois. Et donc je sais que si je me prends une grosse assiette, ou si on me donne une grosse portion, je vais tout manger. Donc, on va s'arrêter là, mais gérer toi-même la taille de tes portions et la taille de tes assiettes, ça peut aider. On va terminer avec une toute petite astuce en plus, j'y ai pensé parce que j'en ai entendu parler, j'ai expérimenté un petit peu avec et je trouve que ça valait la peine de le mentionner. C'est que certaines épices, typiquement, auraient des propriétés un petit peu plus... tu vois, les épices, typiquement, mettre du poivre, du paprika ou je ne sais quoi, c'est pas les trucs les plus caloriques du monde, hein, qu'on se le dise. On peut dire virtuellement, c'est sûr, on peut dire qu'il y a 0 calories, mais il y aurait certaines épices qui couperaient un petit peu plus la faim que d'autres. Par exemple, la cannelle et le piment de Cayenne, ce serait apparemment le gingembre aussi. Il me semble que le gingembre, ça a des bonnes propriétés à ce niveau-là. C'est des choses qui influenceraient positivement la satiété et qui te permettraient de te sentir plus rempli. Donc, si tu te fais un bol de flocons d'avoine le matin, mettre un peu de cannelle dedans. Si tu aimes ça, à mon avis, c'est tout bénef.
Après voilà, c'est pas l'astuce du siècle, mais je me suis dit tant qu'à faire, on va la préciser. Et comme d'habitude, c'est à toi de tester subjectivement aussi ce que tu as l'impression qui fonctionne pour toi, parce qu'on n'aime pas tous le piment et on n'aura peut-être pas tous l'impression que ça sert à quelque chose. Voilà, bah écoute, je crois que j'arrive gentiment au bout de ces petites astuces sur la sèche. C'était relativement long, mais je m'y attendais. Je vais passer maintenant rapidement sur la prise de masse. Rapidement parce qu'il y en a moins et que généralement, par définition, il y a beaucoup des astuces de prise de masse qui sont en fait l'inverse des astuces de sèche. Donc je vais les répéter, mais sans trop m'attarder. Juste avant cela, si jamais tu apprécies le contenu de ce podcast, tu apprécies mon travail, tu peux aller sur ericflag.com, il y a des programmes de sport, je me dis c'est le bon moment pour les placer en fait, tu vois, parce que j'en parle jamais. Là, je parle un peu de nutrition, tout ça, je me dis bon, c'est le moment de faire ta pub, mon gros. Là, j'essaie de devenir moins gros. Il y a des programmes de sport, j'ai un programme de sèche, j'ai des programmes de street workout qui peuvent t'aider à prendre du muscle, prendre de la force et à contrôler ton corps dans l'espace, tout comme il y a ma boutique d'équipement, bien sûr. Donc si tu veux soutenir tes progrès et toi-même, et par la même occasion, notre petite entreprise familiale, Italie, c'est la nonna qui a créé le truc, tu vois, là, marketing. Si tu veux soutenir notre petite équipe, parce que ça c'est quand même vrai, eh ben ça fait plaisir. Voilà, écoute, on passe gentiment à la prise de masse. Et donc là, l'idée à l'opposé de la sèche, évidemment, l'idée c'est de pouvoir favoriser l'augmentation de son appétit et d'avoir plus faim, même si là on parle plus d'appétit parce que clairement tu n'as pas de besoin physiologique de manger plus quand tu es en prise de masse. Généralement t'en as plein le cul de manger. Oh. D'autant plus quand tu as du mal à prendre du poids, on n'est plus sur de la faim, là on est sur du travail, du forçage. Et l'appétit, par contre, tu peux quand même l'influencer. On va quand même revoir un petit peu tout ça rapidement. Première astuce, eh bien, c'est de consommer des calories liquides. Voilà, à l'inverse de... Enfin, consommer des calories liquides et donc diminuer le volume alimentaire. À nouveau, c'est un peu une astuce en deux. Boire beaucoup ces calories, utiliser un mixeur. Il y a quelques astuces dans ma dernière vidéo qui vient de sortir. Et j'ai d'autres vidéos sur la prise de masse que j'ai faites qui pourront t'aider, notamment si ça peut te servir davantage. Donc, choisir des aliments qui sont plus liquides ou bien des aliments qui sont plus denses en calories, hein, par exemple, je sais pas, les oléagineux, typiquement, tout ce qui est amandes, noix, fruits à coque, etc. Ça, c'est bien connu pour être blindé de calories en peu de volume, hein, le beurre de cacahuète, par exemple. En plus, c'est relativement liquide, enfin, c'est un peu visqueux, tu vois. C'est un bon bail, donc manger des choses plus denses, ce qui ne veut pas nécessairement dire manger de la merde, hein, c'est quand même pas la même chose. Manger des amandes, c'est pas la même chose que manger que des pizzas, même si on est bien d'accord que manger 100% clean, c'est détrimental à une bonne prise de masse quand on a du mal à prendre du poids. Pour ceux qui galèrent vraiment à prendre du poids, eh ben évidemment qu'il ne faut pas se forcer à manger du poulet et des carottes, tu vois, on est bien d'accord. Forcément, la quantité de légumes diminue, hein, il faut se le dire. Normalement, vu qu'on mange beaucoup, on a les apports en vitamines, minéraux, si c'est relativement varié. Mais c'est vrai que de se faire des saladiers de légumes en prise de masse, ça n'aide pas, hein, ça n'aide pas. Donc il y a ça, il y a évidemment le côté appétit. Une petite astuce supplémentaire, ça va être de manger des choses qui nous donnent envie, ou plutôt, ou par extension, rendre plus appétissantes les choses qu'on mange. Tu vois, il y a différentes façons de stimuler ton appétit, mais on parlait de glace tout à l'heure. Réussir à stimuler de l'appétit avec de la bonne nourriture, ça peut tomber un peu sous le sens, mais c'est important. À nouveau, il ne faut pas que tu te condamnes à manger du riz toute la journée alors que tu trouves ça pas bon et que tu essayes de prendre plus de poids, tu vois. Quand tu te forces à manger plus pour prendre du poids, essaie de te rendre la vie facile, essaie de manger plus de choses que tu aimes ou de rendre ces choses plus intéressantes. Par exemple, dans ton riz, tu mets, je sais pas, un petit quelque chose en plus que toi tu kiffes, qui te donne envie, qui rend ton riz un petit peu plus sexy. Tu vois ton riz, tu dis putain, je vais me le faire. Et après, ça reste entre ton riz et toi. On n'a pas besoin de connaître les détails, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut que ça donne envie. Et évidemment, on en vient un petit peu naturellement à la prochaine astuce qui est de ne pas manger que du clean. Moi, j'aime bien la règle du 20-80, tu vois, du 80-20 même, qui est que, généralement, c'est la loi de Pareto qui dit que 20% des options à disposition vont fournir 80% des résultats en règle générale.
et que 80% c'est une bonne moyenne à fixer, du style 80% clean, 20% pas clean, moi je trouve ça très très propre et je trouve ça très bien parce que même psychologiquement c'est important de ne pas manger que des trucs clean, parce que c'est vrai que les trucs clean sont généralement moins appétissants et moins attrayants que toute la junk food ambiante qui est juste présente partout dans notre environnement et dans nos sociétés européennes en tout cas, et pas que. En Amérique, c'est pas beaucoup mieux, j'ai entendu dire. C'est intéressant. Parce que, attends, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y avait un truc j'ai lu un truc qui était assez intéressant, c'est qu'on a vu avant que l'insuline, ça supprime, ça a un effet de suppression d'appétit. Par contre, le goût sucré a été étudié comme étant, comme stimulant l'appétit. Donc en fait, l'insuline va couper un petit peu l'appétit. Quand tu manges des glucides, quand tu manges du sucre, bah d'un côté, tu as ce goût sucré qui apparemment te pousse à manger encore plus facilement, mais tu as aussi l'insuline qui débarque et qui supprime l'appétit. Donc en temps normal, ça s'équilibre un petit peu. Et d'ailleurs, c'est là qu'on en vient éventuellement à une des choses qu'on peut remarquer avec les édulcorants. J'ai pas parlé d'édulcorants parce que moi, personnellement, je pense sincèrement que... personnellement, c'est plutôt ce que je fais moi. Ce que je fais moi, c'est que je m'autorise des édulcorants sans souci, sans abuser comme un gros ouf non plus, parce que c'est pas nécessaire. Ça peut pas être extrêmement bon d'abuser de ouf, mais c'est pas mauvais à petite dose. À nouveau, 20, 80, tu vois. Il n'y a pas trop de soucis à mon avis à ce niveau-là. Mais typiquement, quand tu manges quelque chose qui est qui est sucré avec des édulcorants, bah en fait, tu vas avoir ce goût sucré qui va te donner plus faim, mais tu ne vas pas avoir de calories et donc il ne va pas y avoir d'insuline. Et c'est pour ça que chez certaines personnes, d'édulcorer ces boissons ou ces aliments, eh bien ça va leur donner envie de manger plus. Ça peut être éventuellement... ça aurait été une astuce à préciser dans la catégorie d'avant, mais du coup je la mets maintenant. Faut faire attention aux édulcorants si tu as l'impression que, en plus... non, il n'y a pas de calories, donc ça ne va pas te faire prendre de poids. Mais si ça te donne envie de manger plus, ça peut être un ennemi, tu vois. Et au contraire, parce que là on est dans la catégorie prise de masse, au contraire, avoir un petit goût sucré, ça peut t'aider à entretenir la faim. Par exemple, j'ai entendu une histoire de cela, j'avoue j'ai jamais testé, j'ai jamais eu besoin de faire ça dans mes prises de masse, mais là on parle un petit peu vraiment à ceux qui ont du mal, et qui ont du mal, autant il faut faire ce qu'il faut faire. J'avais entendu une histoire d'un mec qui disait que pour sa prise de masse, pour aider sa prise de masse, ce qu'il faisait, c'est qu'il mangeait ses repas normaux, donc il mangeait sa viande, ses sources de glucides, sa nourriture clean, mais qu'en fait, il mélangeait le salé et le sucré. C'est-à-dire qu'il prenait 3-4 bouchées de steak, et ensuite il prenait une morse de cookie. Et la morse de cookie, tu as ce goût sucré qui va se mélanger, qui va aller activer tes papilles sur ta langue et dans ta bouche, qui va te dire sucré, j'ai faim, j'en veux plus. Et là, boum, tu exploses tes papilles en leur disant tiens, encore plus de steak, vas-y, bouffe-moi ça. Et en fait, d'alterner un petit peu comme ça permettrait d'avoir plus de capacité, de réussir à plus se faire manger. Et je crois même que c'est une astuce dans les éventuelles compétitions d'ingestion de nourriture, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, ceux qui essayent de manger énormément en peu de temps, autant boire de l'eau, ça aide à ce que ça passe, mais quand tu dois exploser un truc salé, avoir un petit peu de sucré, c'est comme t'as mangé une énorme omelette et derrière t'as encore de la place pour du Nutella, tu vois, parce que tu te dis j'ai plus faim, mais un truc sucré ça passe. Et voilà, je crois que ça résume assez bien le truc, je pense qu'on a tous vécu ça. Et donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ça à ton avantage si tu cherches à prendre du poids et que tu as du mal. On enchaîne, petite astuce supplémentaire, il en reste 2 ou 3, hein, on a bientôt fini. Augmenter sa fréquence de repas, à l'inverse de la diminuer, qui aura tendance à aider les gens à avoir moins faim. La majeure partie des gens, c'est clairement pas le cas de tout le monde. Moi, je sais que manger plus souvent, ça m'aide à manger plus, tout simplement. Et c'est quand même le cas pour la moyenne des gens, j'ai l'impression. Même si voilà, il y a certaines personnes en sèche, elles aiment bien faire plein de petits repas. Moi, si je fais 5 repas en sèche, mais je mange 3 bouchées à chaque fois, c'est juste assez pour me donner faim et ensuite, il n'y a plus rien à manger. Donc, je déteste. Mais en prise de masse, j'étais passé de 2 à 3 repas quotidiens en prise de masse parce que ça m'aidait à manger plus, tout simplement. Et c'était mon but. Donc, ça, c'est intéressant.
Une autre petite astuce qui peut éventuellement aider, ça dépend un petit peu des gens aussi, c'est les efforts intenses. Par exemple, quand on est en sèche, on recommande assez souvent peut-être de faire plus de marche, d'activités douces, parce que les activités douces comme la marche, ça a tendance à ne pas stimuler l'appétit de la plupart des gens. Par contre, quand tu fais des intervalles comme un taré pendant 20 minutes où tu passes de sprint à marche et tu fais des efforts intenses comme ça aura tendance à plus stimuler l'appétit par rapport à la quantité de calories qui a été brûlée et en plus du fait que ça a été brûlé plus rapidement, donc tu as plus de temps encore après pour penser au fait que tu as faim, etc. Tu vois, tout ça dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça aide la plupart des gens. Après, il faut être chaud parce que c'est vrai qu'aller brûler des calories pour te donner envie d'en manger encore plus, c'est pas la meilleure des astuces. On est d'accord, si t'as du mal à prendre du poids, je te dirais pas d'aller faire 4 heures de randonnée tous les jours, c'est sûr, parce que tu vas avoir encore plus de mal à manger plus que ce que tu consommes. Mais si tu sens que ça peut t'aider, tu vois, c'est le but, c'est à toi de tester les petites astuces et essayer de comprendre aussi ce qui fonctionne ou non pour toi. Et puis voilà, un dernier truc, ça c'est vraiment juste une anecdote, ce n'est pas une recommandation. C'est juste quelque chose que j'ai entendu, avec lequel j'ai à moitié d'expérience, mais que je ne recommanderais pas, attention, c'est qu'il paraît que la weed et l'alcool, eh bien, ce sont des stimulants d'appétit. Alors la weed, je suis j'ai testé 2 fois dans ma vie, je te le dis, je crois que j'en avais déjà parlé une fois dans un ancien épisode, mais la weed, j'ai testé ça 2 fois, j'ai pas aimé et j'ai pas envie d'aimer ça, même si je ne renie pas le fait qu'il puisse y avoir des points positifs. J'ai pas quelque chose qui m'intéresse. Il paraît que ça peut donner faim, tout comme l'alcool. L'alcool, c'est bien connu, quand tu rentres de soirée et que t'es bourré, t'as plus envie d'aller exploser un kebab à 2h du mat que d'aller dormir tout de suite. En tout cas, c'est mon cas. Après, évidemment, est-ce que c'est pas contre-productif de boire beaucoup d'alcool, ce qui sont des calories qui sont pas des très bonnes calories, pour te donner plus faim? Non. Mais je trouvais ça marrant de le préciser, parce que je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'en parler. Comme ça, tu sauras, tu pourras balancer ça en soirée, tu diras, tu sais que la weed, tu sais que l'alcool, ça donne faim? Tout le monde te dira, bien sûr. Et puis du coup, t'auras l'air un peu bête, donc c'est mieux de pas le dire en soirée, peut-être. Tu le gardes, ça restera entre nous, comme ça. Ce sera notre petit secret pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de l'épisode. Parce qu'en parlant de la fin de l'épisode, on y est gentiment. Je vais résumer vite fait cette liste. Enfin, je vais répéter un petit peu tout cela une dernière fois pour que ça puisse peut-être être plus facile à assimiler et pour que tu puisses plus facilement t'en souvenir. N'hésite pas non plus à prendre des notes ou bien, tu vois, ce genre de choses si tu as l'impression que ça peut t'aider. C'est le but, hein. C'est toi qui vois, hein. Moi, l'épisode, je le mets, que tu l'écoutes, que tu l'appliques ou pas, moi, ça me change moins ma vie que ça peut peut-être t'aider. Donc, fais ce qui te semble le plus intéressant pour toi, comme d'habitude. Pour la sèche, les petites astuces, c'est d'augmenter le volume alimentaire, de ne pas boire de calories, de se concentrer plutôt sur des boissons sans calories lorsqu'on boit, comme l'eau gazeuse, le café, le thé. C'est de choisir ces sources de glucides qui ont le plus de satiété pour soi, par exemple les pommes de terre plutôt que les pâtes. Ça va être de favoriser une diète riche en protéines. Ça va être de maintenir un niveau de lipides suffisant généralement, et d'avoir des repas qui soient riches en protéines, en fibres et en lipides à chaque fois pour favoriser la satiété. Ça va être de répartir ces macronutriments entre les glucides et les lipides en fonction de comment est-ce qu'on fonctionne. Là, on revient à cette histoire d'insuline et de pic et de crash d'énergie. Donc peut-être tester un régime plus pauvre en glucides si on a l'impression que notre humeur et notre énergie, elle fait les montagnes russes tous les jours. Il y a trouver sa fréquence de repas idéale, voilà, combien de repas, quelle taille de repas, faire ce qui te semble le plus intéressant et le plus agréable pour toi, toutes choses égales par ailleurs. Ça peut par exemple être de pratiquer le jeûne intermittent, tu vois, c'est une option tout à fait viable. Il y a faire du sport et d'une activité physique de façon à créer un petit peu cette adrénaline. Il y a rester occupé, hein, pour ne pas penser au fait que tu t'ennuies et que tu as envie de manger. Il y a bien dormir, c'est très important. Il y a modeler son environnement pour limiter autant que possible les stimuli que tu peux contrôler. Il y a utiliser des petites assiettes, des petits bols, des petites cuillères et des petites portions. Mieux vaut se servir plusieurs fois plutôt que de se mettre tout d'un coup et de voir ce qui se passe, parce que généralement ça disparaît plus. Et pourquoi pas certaines épices qui peut-être peuvent t'aider
toi, c'est aussi à tester. En ce qui concerne la prise de masse, diminuer le volume alimentaire, boire plus de calories, manger des choses qui te donnent envie ou rendre ces mêmes choses plus appétissantes par des moyens qui te sont propres, rendre quelque chose de plus attrayant parce que tu sais que tu préfères X ou Y. Classique. Ne pas manger que du clean. Au bout d'un moment, perdu pour perdu, j'ai envie de dire, j'exagère évidemment, toute proportion saine, respectée, eh bien autant manger un peu de pizza, de glace et de choses comme ça si tu as vraiment du mal à prendre du poids. Et en plus, il faut se faire plaisir. Et quand tu te fais plaisir, tu manges des choses qui te font plaisir, c'est plus facile de manger plus. On l'a vu juste avant. Tu peux éventuellement augmenter ta fréquence de repas. Voilà, tu peux faire peut-être des efforts intenses, comme par exemple des intervalles, ce genre de choses. Et la weed et l'alcool, on n'en parle pas. Voilà, bon écoute, cet épisode était vachement long, donc je vais m'arrêter là, parce que je crois qu'on a bouclé un petit peu l'ensemble. En plus, il faut que je publie cet épisode dans 3 heures, parce que je l'enregistre le jour même, évidemment, classique. Écoute, j'espère que cet épisode t'a plu, que si t'a plu, si t'as trouvé de la valeur là-dedans, si tu penses qu'il peut servir à quelqu'un d'autre, qui a du mal peut-être à gérer sa faim et son appétit et que ça pourrait peut-être aider ton pote ou ta mère ou je sais pas qui, tu peux le lui partager, ça pourra lui servir peut-être à elle ou à lui, et moi ça m'aidera à faire plus de vues sur mes podcasts, t'imagines? C'est le but, non? C'est le but d'une vie de faire toujours plus, non? Hein? Oh, je te laisse sur cette question extrêmement profonde. Et je te remercie pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, parce que là, on va repartir sur une vidéo par semaine, un podcast par semaine. C'est le but, même si parfois il y a des petits accrochages. Voilà, c'est comme ça. Les imprévus, ça arrive toujours, mais on continue comme si de rien n'était pour renforcer les bonnes habitudes plutôt que de renforcer l'effet yo-yo. Ça, on en parlera dans un autre épisode, sûrement. Il y a tellement de matière, il y a tellement de trucs à raconter encore, putain. Les 100 premiers épisodes vont passer comme dans du beurre. Il y a trop de trucs à dire, putain. Ok, je m'arrête là. Merci pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Si tout va bien. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.